RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue à RFM, il est midi, le grand journal. À la une, les législatives du 17 novembre dernier, la Commission nationale de recensement des votes publie cet après-midi les résultats officiels provisoires. Rendez-vous à 16h au palais de justice. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Le parti PASTEF est sorti largement victorieux du scrutin législatif. Le poids des transhumains a-t-il pesé sur la balance? Avis d'experts sur la question. Les vérités de Mamour Cissé au sortir du scrutin de dimanche dernier. Le leader du PSD, Djantibi, déclare que l'opposition est l'artisan de sa défaite. Il évoque le manque d'unité et des problèmes d'ego. Équité territoriale et justice sociale, Kaolack accueille les concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. Ces assises doivent déboucher sur l'élaboration d'une lettre de politique sectorielle de développement. Le chef de l'État par visioconférence a ouvert les travaux qui doivent durer 3 jours. Le grand journal Les Actualités internationales, nous irons au Mali. Choguel Kokala Maïga démis de ses fonctions de Premier ministre. Il dénonce un complot politique contre lui. Il a été remplacé par le général Abdoulaye Maïga, jusque-là ministre, secrétaire général de la présidence. Et puis en République démocratique du Congo, révision constitutionnelle à polémique. Plusieurs opposants réunis autour d'une plateforme ont signé une déclaration commune. Les actualités sportives, nous serons avec Malal Diagne Junior. Georges Déthié Diop sera également avec nous pour une lecture de la presse du jour. La pêche en eau trouble, comment relancer le secteur? On en parle dans la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants. C'était aujourd'hui la journée mondiale de la pêche. Amandine Ndiaye est à la technique. Bienvenue. D'abord, le président de la République, à travers une visioconférence, il a procédé à l'ouverture officielle des concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. La rencontre se tient à Kaolack. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a déclaré que l'État entend garantir un accès équitable et durable à l'eau et aux services d'assainissement à tous les Sénégalais, notamment ceux du monde rural. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État lance un appel à tous les acteurs concernés pour qu'ils jouent leur partition à travers l'adoption du document stratégique pour une justice équitable. Écoutez le chef de l'État, des propos recueillis par Fatoumbo. Ces deux secteurs sont indissociables de notre ambition de bâtir un Sénégal juste, un Sénégal souverain, un Sénégal prospère. Les défis que nous voulons relever sont immenses, mais ils sont à la hauteur de nos ambitions. Nous voulons garantir un accès universel, équitable et durable à l'eau multi-usage et aux services d'assainissement, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, pour toutes les générations présentes. Ces concertations sont donc bien plus qu'un simple exercice technique. Elles marquent une étape décisive dans la co-construction d'une nouvelle politique nationale pour l'eau et l'assainissement. Je tiens à saluer la mobilisation de tous les acteurs ici présents, institutions publiques, collectivités locales, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile et représentants des communautés. Ensemble, nous allons élaborer une lettre de politique sectorielle de développement qui sera notre boussole pour les années à venir. Elle devra refléter nos valeurs d'équité, de transparence, d'inclusion et d'efficacité. Le gouvernement s'engage à traduire vos recommandations en actions concrètes. En ce sens, nous continuerons à investir dans des infrastructures modernes et résilientes telles les autoroutes de l'eau qui vont transformer le visage socio-économique et environnemental de notre pays. Nous allons également renforcer la gouvernance du secteur de l'eau et promouvoir une gestion participative et responsable de nos ressources hydriques. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, donc, qui a procédé à l'ouverture officielle donc, des concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. Au même moment, Touba, victime d'inondations à chaque hivernage, une situation qui en dit long sur les problèmes d'assainissement de la ville sainte. Entre espoir et désillusion, les populations touchées expriment leurs attentes dans cette correspondance signée Pamba Diaw. Devant son magasin, Ousmane Diaye, un chassidé à la main, revit les souvenirs amers des dernières inondations. Il espère que les récentes concertations sur l'eau et l'assainissement apporteront des solutions durables pour épargner à Touba ce scénario récurrent. Nous avons traversé des moments difficiles à cause des inondations. De nombreuses familles ont dû abandonner leurs maisons. J'ai bon espoir que les concertations nationales permettront de trouver des solutions durables. À Nguiranen, l'un des quartiers les plus touchés, le constat est alarmant. Plusieurs maisons
baigne encore dans les eaux pluviales. Cheikh Ndiaye Kamal, habitant du quartier, ne cache pas son désarroi. Les maisons restent envahies par les eaux. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pu tout pomper. Nous estimons que les autorités vont bientôt lancer les travaux nécessaires pour évacuer les eaux pluviales. La situation est tout aussi critique pour Modou Thiam, rencontré à proximité de la mairie de Touba. Lui-même, victime des inondations, il choisit malgré tout de rester optimiste quant aux résultats des concertations nationales. Nous avons tout perdu à cause des inondations. Nous ne pouvons continuer à vivre ainsi chaque année. J'ai l'espoir que les concertations apporteront des réponses adaptées à ce problème récurrent. En attendant que des mesures soient effectives, les populations de Touba continuent de vivre avec l'angoisse d'une nouvelle saison pluvieuse. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. Dans la région orientale à Tambacounda, exactement, plusieurs localités souffrent de manque d'eau. Les populations de ces localités, Bourgoune ou Khayen, situées dans les départements de Kompentoum et de Tamba, parcourent des kilomètres à la recherche du liquide précieux. Papousseinou Diallo. Le manque d'eau potable est source de souffrance pour les populations de plusieurs localités de la région de Tambacounda. C'est le cas à Bourgou, un village niché sur la route nationale numéro 6. Ici, les femmes parcourent des kilomètres à la recherche du liquide précieux. Djeynaba Keita est l'épouse du chef de village de Bourgou. Notre localité Bourgou est confrontée à un manque criard d'eau. C'est mon mari qui est obligé de parcourir des kilomètres jusqu'à Tamba-Sossé ou Tamba à la recherche du liquide précieux. Nous sommes vraiment fatigués et nous interpellons les autorités pour que Bourgou bénéficie d'un forage. Au village de Kahen dans le département de Kompentoum, les femmes ont du mal à trouver de l'eau pour boire, cuisiner ou se laver en raison de la panne du forage depuis bientôt 3 mois. Adiatou Diallo. Aidez-nous à avoir de l'eau. Nous sommes vraiment fatigués. 3 mois sans la moindre goutte d'eau. C'est trop. Notre forage est en panne depuis bientôt 3 mois. Aidez-nous. Les conséquences du manque d'accès à l'eau et aux services essentiels comme l'hygiène ou l'assainissement sont nombreuses à Tambacounda. Des solutions simples existent à condition d'être accompagnées d'investissements, mais surtout de volonté politique. Toutefois, le manque d'eau crée des carences qui ont des conséquences catastrophiques sur la vie des populations de Tambacounda. Tambacounda, Papousseinou Diallo, Radio Futur Média. Attendu donc d'ici samedi, les recommandations qui seront issues de ces concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. 3 jours de rencontre à Kaolack. Je rappelle que l'ouverture officielle a eu lieu ce matin par le chef de l'État. RFM, la radio de toute l'actualité. Le journaliste Adam Gaye, convoqué à la division des investigations criminelles cet après-midi à 16h, c'est l'intéressé lui-même qui donne l'information sur sa page Facebook. Il dit ignorer pour l'instant les motifs de sa convocation. Nous y reviendrons. Les législatives du 17 novembre dernier, la Commission nationale de recensement des votes publie cet après-midi les résultats officiels provisoires. Rendez-vous à 16h au palais de justice. Vous le savez, ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est le parti PASTEF qui est sorti largement victorieux du scrutin législatif. Le leader du PSD Djantibi dit n'être nullement surpris par cette victoire du parti PASTEF. Mamour Cissé déclare que l'opposition est l'artisan de sa défaite à travers sa division et des problèmes d'ego. Comment ne pas tirer les conséquences de la dernière élection présidentielle? Le président Diomaye Faye a été élu à 54% au premier tour. Ça veut dire que les Sénégalais, ils étaient en manque de quelque chose. Sur cette base-là, 7 mois, il y a eu des balbutiements, des hauts et des bas. Mais l'opposition, si tant est effectivement qu'elle voulait faire quelque chose et avoir un bon résultat, devait se fédérer, être ensemble sur une liste. Mais que nenni, il y a eu tellement de listes, des bagarres pas croyables. Et ensuite, ils étaient plus en tourisme qu'autre chose. Quel est aujourd'hui, en dehors de quelques individualités, qui ont Alassane Sall, le nationaliste, etc., qui ont eu à proposer aux Sénégalais un discours conséquent, un programme. Personne dans l'opposition a posé des problématiques réelles. Ils surfaient sur des choses. Les autres, oui, ils étaient plus dans une opposition participative qu'autre chose. Donc les Sénégalais n'en voulaient pas. Entre, comme on dit, l'original et la copie, les gens ont vite fait quand même de faire le choix pour l'original et pas la copie. Ah non, nous, on sera une opposition responsable. Non, nous, le Sénégal, ça veut dire quoi? Donc moi, j'ai pas été surpris aujourd'hui de cette défaite-là aujourd'hui de l'opposition. Mais il y a eu énormément de problèmes d'ego. Qui va être premier, qui va être ceci ou cela. Pour Macky Sall et Guy, il faut que les Wallons. Non. Et il y a qu'aujourd'hui, quand vous pensez que la République est en danger, vous devez taire vos égos pour aller à l'essentiel.
Il s'agit aujourd'hui de régler les fondamentaux qui sont ici. Si tant est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais vous avez un programme à décliner. Qu'est-ce qui pouvait empêcher aujourd'hui cette opposition-là, qui disent que oui, dans certaines localités, on va aller ensemble. Mais de constituer une liste, ils ne l'ont pas fait. Donc, moi, en tout cas, je n'ai pas été surpris vraiment par cette hécatombe-là. Mamour Cissé, le leader du PSD Djantibi, sur la victoire de Pastef, et c'est cette division qu'il dit avoir constatée dans l'opposition. L'autre élément, c'est le poids des transhumants. Les transhumants ont-ils pesé sur cette victoire du parti Pastef? Non, selon des analystes politiques qui donnent l'exemple du département de Matam, qui reste un bastion de l'Alliance pour la République. Un dossier de Nafissatou s'il a à suivre avant la fin de cette édition. Yacine Fall, justement, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, elle est la cible d'attaque du parti PASTEF dans le département de Dagana. Hassan Top, par exemple, responsable local du parti, estime que Yacine Fall n'a rien fait. Elle n'a été d'aucun apport pour la victoire du parti lors des législatives. Yacine regrette Hassan Diop est resté inerte depuis qu'elle a été nommée ministre, en plus d'ignorer les militants du parti dans le département. Hassan Top, très amer, interpelle Ousmane Sonko sur le cas Yacine Fall. Il est au micro de Mamadou Diagne. Madame Yacine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, n'a joué aucun rôle suite à la victoire que le PASTEF a obtenue dans le département de Dagana. Depuis qu'elle a été nommée ministre, elle n'est venue qu'une seule fois dans le département. Sa deuxième visite, c'est lors du passage du président Ousmane Sonko pendant la campagne électorale. Elle n'a rien fait, elle n'a rien apporté. Ce qui l'incombait, c'est d'être nommée ministre et de faire nommer sa fille. Mais en réalité, elle ne travaille pas. Je rappelle que les résultats qu'elle a obtenus dans sa commune sont considérés comme étant les plus faibles résultats du département de Dagana. Si ce n'était pas la ténacité et l'efficacité des patriotes de Richard Toll, le département de Dagana ne serait jamais tombé sur l'escarcelle du PASTEF. Et c'est pourquoi nous demandons au président Ousmane Sonko et le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de compter dans le département de Dagana sur des hommes et des femmes qui sont capables de mener à bien le combat. Personne ne le connaît dans le département. Elle attend jusqu'au dernier moment de la campagne électorale pour venir sous prétexte de distribuer du riz, de l'huile et du macaroni. Moi, je pense que c'est une insulte. Hassan Diop, responsable du parti PASTEF dans le département de Dagana, le chef de l'État, vous l'avez certainement suivi hier, il a félicité Ousmane Sonko, Premier ministre et leader du parti PASTEF en Conseil des ministres. Bassirou Diomaye Faye devrait plutôt se soumettre à la tradition, c'est-à-dire féliciter tout le peuple et l'ensemble des acteurs politiques. C'est du moins l'avis d'un formateur en administration. Selon un analyste politique, cette réaction du chef de l'État peut bien se comprendre. Seydou Nourouba. Abdou Fouta Diakhoumpa est formateur à l'École nationale d'administration et de magistrature. Il donne sa lecture après que le chef de l'État a félicité Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, après sa victoire à l'issue des législatives. Au sommet, se maintenir à la tête de l'État avec plus de neutralité que s'il était resté dans son parti ou s'il avait soutenu ouvertement une liste ou des listes comme le faisaient ses prédécesseurs. Donc on peut supposer simplement que c'est un oubli et comme l'homme oublie, ça peut se comprendre. En tout cas, la tradition républicaine voudrait qu'il félicite tous les participants et le peuple sénégalais. Hassan Diomba Khosek a lui une lecture bien différente. Selon l'analyse politique, l'attitude du chef de l'État s'inscrit dans la logique des choses. Quand il constate cela, je pense qu'effectivement, il ne peut s'adresser qu'au chef de troupe, qu'au chef de file. Et que donc, il ne peut que féliciter Ousmane Sonko à travers les résultats qu'il a pu obtenir. Et maintenant, à Ousmane Sonko de répercuter ses félicitations et cette gratitude, n'est-ce pas, à l'essentiel des membres de son groupe. Moi, je ne vois pas quelque chose de dictatorial ou quelque chose en tout cas, une bizarrerie quelconque. Mais je l'ai interprété tout naturellement en considérant que, effectivement, si Diomaye était dans la mêlée, ce serait mal vu de considérer que, oui, effectivement, qu'il prenne une seule personne et qu'il le félicite. Mais Diomaye n'était pas dans la mêlée. Le chef de l'État a-t-il dérogé à la règle en félicitant Ousmane Sonko et son parti? Faudrait-il parler d'un parti-État? Des questions qui taraudent certains esprits. Seydou Nourouba, et nous revenons sur cet élément de Nafissatou Sila qui a donné la parole à des analystes politiques sur cette victoire du parti PASTEF.
Les transhumants ont-ils réellement pesé sur la balance? Non, estiment nos interlocuteurs. Un dossier réalisé par Nafissa Toussila. La transhumance vers PASTEF, un élément à ne pas occulter lors de ces législatives, mais elle n'a pas été bénéfique à 100% sur tous les fronts politiques. Le constat est là. Dans le Nord, ça n'a pas pesé lourd et Al-Hassan Seck, politiste, en a fait sa propre lecture. La lecture qu'on peut faire de Matam, c'est beaucoup plus une résistance par rapport à une telle situation, parce qu'il faut noter qu'au niveau de Matam, il y a beaucoup plus une résistance par rapport au Nedeko Bandung, c'est-à-dire par rapport à un réflexe identitaire. Je pense que les transhumants, moi je ne peux pas considérer que même pour l'étendue du territoire, les transhumants n'ont aucun effet sur ces élections-là. La résistance au Fouta n'est pas simplement liée au fait qu'il y avait des transhumants et que le PASTEF devait l'emporter, mais je considère qu'avec ou sans les transhumants, le Fouta allait résister. Un bastion de l'APR qui a résisté au raz-de-marée de PASTEF, et pour y venir à bout, il faut travailler sur le long terme. Al-Hassan Seck. Maintenant, jusqu'à quel niveau, n'est-ce pas, ils vont devoir continuer cette résistance-là? Je pense que les prochaines élections, les prochaines joutes électorales nous en diront beaucoup plus. Effectivement, le Fouta n'est pas une zone où il faut simplement venir de loin avec des idées, avec tout simplement un programme, un projet, etc. à expliquer. Mais il faut être des leurs. Cependant, la transhumance est plutôt source de problèmes, c'est la conviction du politologue Ibrahima Bahoum. Ce n'est pas toujours qu'elle pèse sur l'échiquier politique. Je me suis toujours dit que les transhumants n'apportaient rien, au contraire, ils créaient des problèmes, à la fois à celui vers qui ils vont, mais également à leurs propres troupes, et que donc, généralement, les troupes ne suivaient pas. Évidemment, quand je parle de troupes, ça suppose que ce soit quelqu'un également qui est représentatif, qui est quelqu'un qui a des bases. Pour Ibrahima Bahoum, ce n'est pas évident que la base suive. Alors, c'est bien que ce qui se passe au nord est le reflet de ce que je pensais, moi, que ces transhumants n'apportaient jamais rien. Maintenant, est-ce qu'il y a une exception nord pour cela? Peut-être bien que oui. Des gens éventuellement qui sont beaucoup plus regardants par rapport aux considérations sociales, des personnes qui sont plus présentes, oui, cela peut continuer encore à résister. Et s'ils sont dans un camp, même ceux qui étaient avec eux et qui veulent transhumer, ça n'aurait pas beaucoup d'influence. À l'unanimité et en dépit de tout, PASTEF est sorti indemne de cette tendance politique. Dixit, nos analystes politiques. Hier, en Conseil des ministres encore, le président de la République a demandé à son gouvernement de finaliser le projet de loi de finances 2025. Le budget cette année sera examiné dans des délais exceptionnels. Quid de son application maintenant dans ce contexte économique national difficile où tout est priorité? Les urgences économiques et sociales sont nombreuses. Anna Rocha. Le Sénégal sort lentement mais sûrement d'une année difficile. La période préélectorale de mars 2024 a mis à rude épreuve la stabilité politique et la paix sociale. Non seulement tout est prioritaire, mais il y a aussi des contraintes budgétaires. Ahmad Ndiaye est professeur à la FASEG, la faculté des sciences économiques et de gestion à l'UCAD. Il y a deux domaines dans lesquels il faut vraiment mettre le paquet. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour réduire le coût de la vie. La deuxième chose aussi, il faut s'attaquer au chômage des jeunes. Et je crois qu'il y a des actions concrètes qu'il faut faire au niveau de la relance de l'économie, au niveau de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie. Il faut soutenir la production. Il faut que ce budget pense à soutenir la production, relancer l'économie. Et pour ce faire, il y a les dépenses publiques doivent peut-être être orientées à ce niveau-là, dans des réformes qui vont dans ce sens. Et aussi, il faudrait que l'État, à travers son budget, essaie aussi d'inciter, de promouvoir le financement de l'activité économique. Donc, aussi bien du secteur formel que du... Le secteur primaire devrait être au cœur de la mise en œuvre du budget 2025 pour une meilleure prise en charge des urgences économiques et sociales. C'est l'avis du Dr Mor Gassama, économiste, enseignant-chercheur à l'INSEPS de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Définir des stratégies, sortir les moyens pour booster le niveau de la production et surtout donc de la transformation. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait rapidement sortir les moyens orientés sur la culture, sur l'élevage, relancer le secteur de la pêche et continuer à travailler donc, dans l'industrialisation. Ça permettra non seulement
de lutter contre la cherté de la vie, mais aussi de créer donc des emplois pour ces milliers de demandeurs d'emploi. Dans le cadre du budget programme, les dépenses publiques se font en fonction de la vision des autorités. L'impact donc n'est pas forcément immédiat. RFM, partout, tout le temps. Et vous le savez, déblocage donc des comptes bancaires de certaines entreprises de presse, une bonne nouvelle selon Migui Maram Ndiaye. Pour le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, il faudra maintenant penser à une fiscalité adaptée aux entreprises de presse. Il espère que les patrons de presse qui doivent des arriérés de salaire aux reporters vont être à jour. Nous l'écoutons avec Famadion. C'est une décision qui va permettre de décanter la situation parce que, comme vous le savez, les entreprises de presse rencontrent d'énormes difficultés depuis des mois. Ce sont les reporters, malheureusement, qui souffraient depuis ces mois, qui sont restés des mois sans salaire. C'est pourquoi nous, depuis le début, on a essayé de trouver des solutions en multipliant les rencontres, en multipliant également les appels auprès des personnes concernées pour avoir une solution heureuse à ce problème qui commençait à perdurer. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons eu à poser des actes en silence pour que cette situation puisse se décanter. Donc on se félicite de cette décision qui a été prise et pour la suite maintenant, nous l'avions dit au président de la République, c'est de trouver une fiscalité adaptée au secteur des médias. Ça, on le réitère. Mais l'autre aspect également, c'est l'endroit des patrons de presse pour qu'ils puissent également trouver un autre modèle économique. Le modèle actuel n'est pas viable et tout le monde le sait. Malheureusement, ce sont les reporters qui en souffrent. C'est pourquoi d'ailleurs nous espérons que cette décision qui a été prise par les autorités va permettre à ces entreprises qui doivent des arriérés de salaire aux reporters, ils vont donc payer tous les mois dû donc à ces reporters-là. Parce que c'est très difficile pour ces reporters et nous espérons que le dialogue va se poursuivre entre les autorités et les patrons de presse pour un environnement donc sain dans le secteur des médias. Et pour cela également, nous demandons au président de la République d'accueillir les acteurs des médias parce que nous avons remis au ministre de la Communication les conclusions des assises et ces conclusions-là vont nous permettre d'avoir une presse de qualité. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié Diop. Merci Barthélémy Ngom. Au Mali d'abord, le général de division Abdoulaye Maïga, nouveau Premier ministre. Il a été nommé ce matin par décret présidentiel. Il était porte-parole du gouvernement de transition. Il a été Premier ministre par intérim du 21 août au 5 décembre 2022. Il est âgé de 43 ans. Abdoulaye Maïga succède donc à Choguel Kokala Maïga, révoqué hier avec son gouvernement. Choguel Maïga qui réagit d'ailleurs à son limogeage par le président de transition, le désormais ex-premier ministre du Mali, d'y être victime d'un complot politique et dénonce des manœuvres. Choguel Kokala Maïga a été démis de ses fonctions de premier ministre hier après ses critiques contre les autorités militaires au pouvoir. À Wambaye. D'abord, une réaction ironique sur son limogeage. Je cite, « Ah, je viens d'apprendre que le Premier ministre est démis de ses fonctions. Enfin, le Nil est arrivé au Caire. » Fin de citation. Choguel Maïga considère qu'il est victime d'un complot politique parce qu'il est la cible, dit-il, depuis 2023 de certaines institutions de la transition qui se sont organisées pour l'affaiblir politiquement. L'ancien Premier ministre pointe du doigt plusieurs stratégies qu'il considère comme des tentatives de déstabilisation, notamment la création de 1000 nouveaux partis politiques clandestinement, des réunions secrètes avec des tenants de l'ordre ancien et des dissidences orchestrées au sein du M5 RFP. Aujourd'hui limogé, mais Choguel Maïga manifeste sa volonté de continuer à peser sur la scène politique et il déclare, je cite, « Nous resterons toujours au service du Mali éternel. Tout le reste est passager. » Fin de citation. Et selon APA News qui a repris la déclaration, ce départ intervient après un meeting politique du M5 RFP le 16 novembre dernier où Maïga avait déjà laissé transparaître des tensions internes. À Wambaye, au Nigeria, Georges, les forces de sécurité ciblées d'une attaque terroriste dans le centre du pays. Au moins 7 forces de sécurité portées disparues après l'attaque de leur convoi par les insurgés de Boko Haram. Une équipe de 80 agents chargés de protéger le réseau électrique a été prise en embuscade à Shiroro dans l'est du Niger par
dans l'état du Niger plutôt, par environ 200 combattants de Boko Haram au cours d'une mission de patrouille. Selon le porte-parole du corps de sécurité et de défense civile du Nigeria, au moins 50 insurgés ont été tués. En République démocratique du Congo, l'opposition contre toute réforme de la Constitution. Des leaders de l'opposition, dont l'ancien président Joseph Kabila, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, ont appelé à manifester contre les projets du président Félix Tshisekedi de rédiger une nouvelle constitution. Le mois dernier, le président Tshisekedi a annoncé qu'une commission nationale serait mise en place l'année prochaine pour rédiger une nouvelle constitution, ce qui a suscité l'inquiétude de l'opposition quant à une éventuelle modification de la limite du nombre de mandats présidentiels. En Ouganda, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme réclame la libération de l'opposant Kizza Besigye et demande une enquête sur les circonstances de son enlèvement 4 jours après son arrestation au Kenya et son extradition dans les circonstances controversées. L'opposant Besigye a comparu hier devant une cour martiale qui lui a signifié les charges retenues contre lui. Il est accusé d'atteinte à la sécurité nationale et d'activités subversives à l'étranger visant à déstabiliser l'Ouganda. La guerre au Proche-Orient pour terminer. La décision vient de tomber. La Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la bande armée du Hamas Mohamed Deif. Mandat d'arrêt pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans la bande de Gaza. Les recours déposés par Israël rejetant la compétence de la Cour pénale internationale ont été rejetés. Merci beaucoup Georges Détchédion. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La pêche en eau trouble, comment relancer le secteur? On en parle dans la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pêche. Nous serons avec Ibrahim Mar, le président du réseau national des comités locaux de pêche artisanale et membre de la coalition nationale pour une pêche durable, et Omar Dramé, technicien de la pêche et secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. La Ligue 1 d'abord, sénégalaise d'abord, le Djaraf qui vise la victoire face à Oslo cet après-midi. Ce sera pour lancer la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Match avancé donc tout à l'heure à 16h30 au stade de Yoff. Oslo qui reçoit le Djaraf de Dakar, mais les Verts et Blancs, deuxième au classement, visent la première place en attendant la sortie du leader Teungueth FC, Cheikh Tidiane Diagne, que nous écoutons. Une victoire permettrait au Djaraf de chipper provisoirement la première place à Teungueth FC qui le devance de 2 points seulement. Face au promu Oslo ce soir, les Médinois ont presque obligation de résultat pour engager avec un mental d'acier le match du week-end prochain contre ASEC d'Abidjan en compétition interclub africain. Pour rappel, le Djaraf dans le championnat local devance de 4 points son adversaire du jour, Oslo, actuel 12e après 4 journées. Sur 4 matchs disputés, le Djaraf a signé 2 victoires pour 2 nuls concédés. L'attaque a scoré à 7 reprises pour 4 buts encaissés, alors qu'Oslo a eu un début mitigé avec un succès de revers et un match nul. Son goal average est de -2 avec 2 points de plus sur les relégables. Et puis nous parlons de la lutte avec frappe Malal, les amateurs qui attendent un combat explosif ce dimanche entre Modou Lo et Siteu. Ce sera le combat royal entre ces deux lutteurs cités. Le roi des arènes Modou Lo qui remet sa couronne pour une 3e fois de suite, cette fois-ci face à un autre jeune Siteu qui est de Diamaguène. Le combat est attendu par les amateurs. Les spécialistes ont analysé la forme présentée par les lutteurs à l'occasion de leur open press, mais également ils ont analysé et décortiqué la préparation des deux. Oumar Diagne Omez, entraîneur et formateur en lutte, que nous écoutons. Si vous voyez que Modou Lo aujourd'hui, il est devenu roi des arènes, c'est parce que par rapport à un travail basé sur une abnégation continue. Donc aujourd'hui, on a vu un Siteu qui a monté un bon parcours par rapport à sa compétition. Donc aujourd'hui, Modou Lo a tendu la perche à Siteu. Donc deux fois de suite, Modou Lo a réussi devant Boignan, puis devant Ama Baldé. Aujourd'hui, la tendance aimerait que Siteu puisse montrer aussi ses capacités. Donc par rapport aussi à l'observation que j'ai eu à effectuer lors de leur
open de presse, leur préparation. Je dirais bien que l'amélioration de la qualité physique de tous deux sont au top. Parce que c'est un combat qui a eu lieu à monter depuis des mois. Aujourd'hui, que ces deux lutteurs quand même doivent être au plus près. Donc ce n'est plus la peine de voir est-ce que physiquement ils sont prêts ou non. Donc ça implique que si toutefois un des camps se base sur ça, il risque de se tromper. Parce que si on arrive à avoir un combat monté depuis 2 ans et tu n'arrives pas à être prêt, je crois qu'il y a de quoi devoir ton encadrement. Maintenant, en fonction de ça, c'est la motricité par rapport à l'ensemble de travail qui a été effectué. Et surtout par rapport à la période de compétition où ils sont. Maintenant, ce combat sera décisif sur une prise de décision de l'un d'eux. Donc les prises d'initiative pourra être surtout de ceux qui est jeune, qui a besoin quand même d'être couronné. Donc l'approche cognitive aussi doit dépendre aussi de ce combat. Il est beaucoup question de bagarre entre ces deux lutteurs. Est-ce que cela pourrait être la clé de ce combat? Mais certes, il y aura de la bagarre. Pourquoi? Qui connaît Modou Lô, c'est que Modou Lô est un lutteur offensif. Mais aussi, il y a des qualités défensives. Comme il va à l'approche d'une attaque offensive et comme à l'approche d'une attaque défensive, Modou Lô est capable et apte à sur les deux. Mais il est en face de lui un lutteur qui est longiligne par rapport à sa taille, qui est jeune par rapport à ses qualités. Le combat donc à suivre en direct sur la radio Futur Média dimanche prochain. Pour finir, Barthélémy, parlons de basketball avec la deuxième fenêtre FIBA qualificative pour l'Afrobasket des garçons. 3 rencontres contre 3 adversaires pour les Lions du Sénégal à Dakar Arena ce week-end. Soledcham nous présente ces matchs. Pour cette fenêtre de Dakar, le Sénégal affronte en premier le Rwanda ce vendredi. Une équipe entraînée par le Sénégalais Cheikh Sarr. Une rencontre qui s'annonce intéressante puisque les deux adversaires se connaissent bien, vu que ce sera leur 3e rencontre. Les 2 premiers matchs ont été remportés par le Sénégal. Les protégés de Ngagne de Sagana Diop vont par la suite jouer samedi 23 novembre contre le Gabon, considéré comme l'outsider de ce groupe C. Mais attention, après 2 mois de préparation intensive pour affûter leurs armes, l'objectif assigné aux Panthères est non seulement de représenter dignement leur pays, mais aussi tout faire pour décrocher la qualification. Ce qui va sans doute booster les joueurs du sélectionneur Wilfried Dongo. Alors, les Lions sont avertis. La bande à Youssou Ndoye va livrer son dernier match de cette fenêtre de Dakar contre le Cameroun. Une équipe à prendre très au sérieux puisque les Lions indomptables avaient éliminé les Lions du Sénégal lors de la finale du tournoi de qualification olympique, la seule victoire du Cameroun sur le Sénégal. Le Sénégal avait remporté les 4 autres rencontres face au Cameroun. Alors, une revanche se profile à l'horizon. Et notez également qu'en dehors des rencontres de la poule C, Dakar Arena va aussi accueillir celle de la poule A avec un Soudan du Sud, Maroc, RDC, Mali pour ce vendredi. Week-end de sport chargé, Barthélémy. Merci beaucoup, Malal Diane Junior. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La presse de ce jeudi, lecture, commentaire, Georges Déthié-Diop. Fini la campagne électorale, l'heure maintenant au travail. Le chef de l'État, comme le relève Réumi Quotidien, rappelle les urgences du gouvernement. Le Soleil et le Quotidien rapportent que le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement de finaliser le projet de budget pour l'année 2025 qui va être examiné dans des délais exceptionnels. Au menu des priorités évoquées par le chef de l'État en Conseil des ministres, Réumi Quotidien cite la prise en charge notable des urgences économiques et sociales, la lutte contre la cherté du coût de la vie, l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, entre autres. Ainsi, l'info souligne que le président accélère la cadence. Pour le Soleil, le président déclenche le compte à rebours. Diomaye admis aux urgences, s'exclame le quotidien. Vox Populi se fait aussi l'écho du communiqué du Conseil des ministres, mais s'arrête sur l'évaluation des législatives anticipées et affirme que Diomaye tresse des lauriers à son premier ministre et président de PASTEF. Zahra Iyane réagit dans le journal et parle d'inélégance et de parti pris de la part du président Diomaye. Et pour cause, selon elle, jamais dans l'histoire politique du Sénégal, un parti politique n'a été félicité en Conseil des ministres après une élection. Les législatives sont remportées et largement par PASTEF. PASTEF qui chamboule l'arène selon le Témoin pour qui l'on va vers une redéfinition du paysage politique. Un paysage politique dont font partie Amadou Mame
Mame Diop, Farba Ngom, Daouda Dia, Aïssata Tall Sall qui remplit l'AS les appelle les vétérans. Aïssata Tall Sall de 2009 à 2024, tel un sphinx qui renaît toujours de ses cendres, devrait inspirer les élus qui feront leur baptême du feu à l'Assemblée nationale. Amadou Mame Diop, de l'ombre à la gloire. Député depuis 2012, Farba Ngom, l'imperturbable griot mal aimé, est un courtier international doublé d'experts fonciers. Daouda Dia a exercé pendant 11 longues années les fonctions de premier questeur de l'Assemblée avant sa nomination au poste de ministre de l'élevage et des productions animales. Un coup d'œil dans l'Observateur. Réseau d'exportation mafieux, le pays échappe à une hécatombe routière. Selon l'Observateur, 24 tonnes de pneus usagés ont été saisies pour non-conformité, leur état rendant leur utilisation dangereuse. L'exportateur italien, accusé de trafic et de falsification de documents, est poursuivi en Toscane. L'Observateur rappelle que le Premier ministre Ousmane Sonko avait tiré la sonnette d'alarme. Il s'en était même indigné publiquement le 6 juillet dernier. Alors qu'il revenait de Saint-Louis, Ousmane Sonko a été témoin d'un grave accident de la route causé par des pneus usés. Le journal Les Échos ce matin met en lumière les révélations du chef du bureau des investissements de l'OFNAC. Et c'est pour faire savoir que les dossiers ouverts à l'OFNAC ont plus que doublé. Ils sont passés de 42 en 2023 à 88 en 2024 et devraient atteindre 100 d'ici la fin de l'année. Les convocations sont passées de 102 en 2023 à 252 en 2024. La santé. L'AS s'intéresse au VIH dans le Fouladou. Kolda dans la zone rouge, informe le journal. 1836 personnes vivant avec le VIH. Même sujet à la première page du mandat. Taux de prévalence du VIH-Sida, le taux inquiétant dans le Fouladou. À la une de Enquête, Fleuve Sénégal, catastrophe, zoom sur les crues. À lire aux pages 4, 5 et 6 de Enquête. Les sports pour terminer, qualification CAN 2025. Record livre les bonnes notes de novembre. Mendy, Iliman et Diarra au-dessus de la mêlée. À vos kiosques et bonne lecture. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Avec nos deux intervenants, nous évoquons les difficultés de la pêche. Comment faire pour relancer le secteur? Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pêche. Nous sommes avec Ibrahima Mar. Monsieur Mar, bonjour. Bonjour, oui. Vous êtes le président du réseau national des comités locaux de pêche artisanale et membre de la coalition nationale pour une pêche durable au Sénégal. Notre deuxième intervenant, Omar Dramé. Monsieur Dramé, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Technicien de la pêche et secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal. D'abord, la première question à monsieur Mar Ibrahima, président du réseau national des comités locaux de pêche artisanale. Aujourd'hui, on en parle de façon vraiment récurrente, le secteur de la pêche qui peine à se relever. La nouvelle donne, c'est, vous le savez, les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne qui se retire. Alors, quels pourraient être, selon vous, un peu les bénéfices pour nos pêcheurs? Bon, bonjour à la RFM, Barthélémy. C'est Ibrahim Mar, coordonnateur du réseau national des CLPA, le Conseil local de la pêche artisanale. Donc, par rapport à cette nouvelle avec l'Union européenne, de se retirer de ces accords de pêche au Sénégal, donc nous, en tant qu'acteurs de la pêche artisanale, c'est un ouf de soulagement. Mais actuellement, on est entre le marteau et l'enclume parce que on ne sait pas qu'est-ce qui a amené cette rupture. Et jusqu'ici, on attend aussi la communiqué de l'État, c'est-à-dire la communiqué du gouvernement, y compris le ministre de la Pêche, pour pouvoir au moins y communiquer carrément. Peut-être on a entendu le ministre dire que voilà que l'État, le gouvernement était déjà dans cette disposition de ne pas renouveler les accords avec l'Union européenne. Oui, parce que nous, on avait demandé, avec la CONAPET, la Coalition nationale pour une pêche durable, sur les 13 chartes qu'on avait écrites, de dire à l'État du Sénégal d'évaluer les accords avant de les renouveler. Dans cette évaluation, on avait demandé au ministère de l'évaluer économiquement. Qu'est-ce que ça nous a rapporté et sur les impacts, comment il nous a impacté. Donc, il faut évaluer avant de renouveler. Donc
on n'a pas arrivé à ce stade de renouvellement, automatiquement on a entendu une rupture. Heureusement, je dis, parce que la rupture ne vient pas du Sénégal. C'est l'Union européenne même qui a retiré sa licence. Donc si le Sénégal avait retiré la licence, ça peut créer des problèmes diplomatiques peut-être. Mais c'est l'Union européenne lui-même qui a retiré sa licence. Qu'est-ce qu'il a dit comme alibi? Le Sénégal n'a pas les moyens suffisants pour surveiller sa espace maritime sur la pêche INN, non réglementée, non déclarée. Donc pour nous, ça c'est un alibi parce qu'ils savaient qu'il y aura une évaluation et il y aura un audit par rapport à ces accords. Donc c'est un prétexte qui ne tient pas selon vous. Je reviens à vous tout à l'heure, monsieur Mar. Monsieur Dramé, le problème maintenant, le problème des prête-noms, c'est ce que semble dire monsieur Mar tout à l'heure, le problème des prête-noms surtout dans la pêche industrielle. On sait qu'il y a beaucoup de bateaux chinois, entre guillemets, derrière ces bateaux industriels qui battent pavillon Sénégal. Est-ce que là également, même si l'Union européenne se retire et que ces bateaux prête-noms continuent en tout cas d'opérer dans les eaux sénégalaises, est-ce que la pêche pourra s'en sortir? Merci beaucoup, Barthélémy, pour cette question. Je profite pour remercier vos auditrices et auditeurs et je remercie donc M. Mar. Comme vous l'avez si bien dit, Barthélémy, vous savez que donc les difficultés de la pêche, donc depuis quelques années, on vit donc la raréfaction de la ressource qui est donc due à plusieurs facteurs. Vous l'avez tantôt évoqué donc par rapport donc voilà à cette prête-nom des bateaux donc des Chinois qui se sénégalisent. Vous savez, Barthélémy, donc nous étant véritablement donc syndicats, nous avons toujours posé la problématique aux autorités de pouvoir procéder à l'audit du pavillon Sénégal. Parce que la seule solution qui nous permettra de connaître donc est-ce que donc les bateaux sont sénégalisés ou pas, donc il faut donc faire un audit du pavillon Sénégal. Si véritablement cet audit au-delà même de l'audit, il faut aussi renvoyer la surveillance de nos côtes. Oui, vous savez, donc c'est une problématique globale. Donc la question de la surveillance aussi, donc on peut véritablement donc évoquer cet aspect. Donc vous savez, donc il y a plusieurs donc phénomènes donc qui peuvent être à l'origine, n'est-ce pas, de la raréfaction des ressources au niveau de nos eaux. Au-delà même donc de cela, la surveillance, vous l'avez si bien dit. Il y a aussi donc le fait que donc il y a la pêche INN donc non déclarée donc et non la pêche illicite qui est là. Et vous l'avez tantôt dit aussi avec le retrait, n'est-ce pas, de l'Union européenne qui disent que donc ils vont arrêter les accords avec le Sénégal à cause de la pêche INN. Vous savez, la pêche INN, donc à qui profite cette pêche INN? On peut le prendre dans le cadre global. Ça peut être donc à l'origine des bateaux donc pirates qui pillent nos eaux. Donc ces bateaux, n'est-ce pas, s'ils entrent dans nos eaux et donc pêchent donc certains produits. Donc ça, on peut le considérer dans la pêche INN. Il y a aussi au niveau de la pêche artisanale. Actuellement, nous avons donc presque 17 000 pirogues, n'est-ce pas? Et imaginez donc que seuls 10 000 ont des permis de pêche. Imaginez les 7 autres, n'est-ce pas, 1000 donc qui pêchent dans nos eaux. On peut aussi considérer ça dans le cadre de la pêche INN. En tout état de cause, le Sénégal doit revoir sa politique dans le cadre donc de la gestion de ses ressources halieutiques, parce que nous tendons tout droit vers la catastrophe si on ne prend pas des mesures. Et les techniciens sont là, le ministère est là. Donc, et je pense que la solution donc, qui vaille, c'est d'aller vers la concertation nationale sur le devenir de la pêche. On l'a toujours donc dit depuis l'ancien régime, mais je pense que si nous procédons véritablement par rapport à cette manière, aller vers une concertation nationale, réunir tous les acteurs, on pourra donc trouver des solutions qui nous sortiront véritablement de cette témérité. Parce que nous pensons et nous estimons que donc le Sénégal actuellement donc est dans une situation qui ne dit pas son nom par rapport à la gestion de ses ressources. Des solutions peuvent être donc proposées et surtout donc essayer d'évaluer le stock de notre produit au niveau donc de nos eaux. Parce que quand même il est inconcevable qu'on continue à pêcher donc certains produits, par exemple les produits donc démersales côtières
qui sont très prisés par les Sénégalais, le chinsard, le yaboy, etc. Donc, ce produit est en surexploitation. Qu'est-ce qui nous permettra de déceler donc qu'un produit est en surexploitation ou pas? C'est l'évaluation. Il y a donc une organisation qui est rattachée au ministère, c'est le CROT, qui est chargé, n'est-ce pas, donc d'évaluer les stocks de produits et voir si ils vont continuer à autoriser de pêcher ces produits ou pas. En tout état de cause, cette journée donc mondiale de la pêche doit être un prétexte aussi donc à vouloir poser les problèmes. Et au-delà même, donc il y a aussi une désorganisation totale de la part des acteurs parce qu'on ne peut pas aussi être dans un pays, on laisse donc les acteurs organisée de façon donc diverse cette journée mondiale. C'est l'État qui doit prendre en charge l'organisation de cette journée mondiale parce qu'on ne peut pas aussi continuer donc les différents acteurs prennent en charge cette organisation, mais l'État doit prendre ses responsabilités, le ministère doit prendre ses responsabilités, organiser cette journée donc pour proposer des solutions et je pense que si nous procédons de la sorte, on pourra avoir donc véritablement une bonne gestion de nos ressources. Une occasion donc d'engager le plaidoyer. Je reviens à vous tout à l'heure, monsieur Dramé. Alors, monsieur Mar, il y a aussi le fait que les pêcheurs artisanaux ne sont pas aussi exempts de reproches avec les captures de petits poissons et ils n'ont pas souvent tendance à respecter le repos biologique. Merci Barthélémy. Je félicite au passage M. Dramé. Vraiment, ce sont nos doyens. Ils font un travail excellent dans le secteur. Et je lui rejoins parce qu'il l'a dit tout à l'heure. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités par rapport à cette pêche irresponsable ou INN, ou bien peut-être la pêche de juvéniles ou bien d'autres. Mais le problème est loin de là. Le problème est plus profond. C'est-à-dire comment un pays souverain et autonome qui a un espace maritime qui ne maîtrise pas cet espace maritime ou bien qui ne peut pas surveiller cet espace maritime. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Quand l'État s'engage à faire un estat à hauteur de 100 milliards ou bien faire des structures à 100 milliards et qui n'est pas prêt à s'engager à sortir 100 milliards pour surveiller son espace maritime, il y a un problème. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette alibi de ne pas surveiller notre espace maritime. Secondo, il a dit tout à l'heure sur sa déclaration que cet audit du pavillon industriel, on l'avait demandé depuis 2006, on demandait à tous les ministres qui sont passés par là de publier la liste des navires autorisés à pêcher sur nos eaux. Mais grâce à Dieu, depuis l'arrivée du nouveau régime, ils ont publié la liste. Mais ça ne suffit pas. Il faut publier la liste, mais il faut faire une audit profond pour savoir qui est légal et qui n'est pas légal. Et nous, ce qu'on constate en tant qu'artisanal, ces bateaux sont toujours là dans nos eaux. Ces bateaux illégaux sont toujours dans nos eaux en train de pêcher, surtout les pélagiques côtières. Actuellement, il faut aller au nord, vers Lompoul jusqu'à Louga ou à Saint-Louis. Il y a les bateaux avec les pirogues artisanales qui se heurtent tous les jours. Il y a les destructions matérielles tous les jours. Donc, quand on parle de rareté, on parle de gestion des conflits. Donc, actuellement, on ne gère que des conflits au Sénégal. Et il faut l'État du Sénégal prend en charge ce secteur. Depuis 1998, on nous dit que ce secteur engendre 600 000 emplois. Depuis 1998, non, on a plus de 1000 emplois dans ce secteur. Le maillon est tellement fort. C'est entre le pêcheur jusqu'au Congolais. Oui, parce qu'il y a les emplois directs, les emplois indirects, vraiment toute une communauté qui s'active autour de la pêche. Il a dit 17 000 sur le parc piroguier, mais il y en a plus. On a plus de 30 000 pirogues dans le parc piroguier artisanal. Donc il faut un réaménagement du secteur de la pêche, surtout artisanal et industriel, pour une meilleure gestion de la ressource, pour la durabilité, parce qu'on ne peut pas parler de réaménagement sans parler de durabilité. Et je suis d'accord avec lui, je suis en phase avec lui par rapport à l'organisation du journée mondiale. Chacun s'organise de la façon dont il a les moyens de le faire. Pourquoi pas l'État ne prend pas en charge tous ces acteurs dans une même journée pour pouvoir diagnostiquer ou voir les problèmes majeurs de ce secteur ensemble pour le faire. D'accord. Sinon, avec de façon dispersée,
Donc, même en mer, ce sera comme ça. Rien ne sera fait. Ouais. Merci Ibrahim Mar, le coordinateur du réseau national des comités locaux de pêche artisanale, membre de la coalition nationale pour une pêche durable. Omar Dramé, je termine avec vous. On sait que le Sénégal dispose de 700 km de côte. C'est pas difficile la surveillance. Vous avez insisté un peu sur l'organisation des acteurs, essayer de regrouper tous les acteurs et éventuellement organiser une journée de réflexion pour permettre à la pêche d'avoir un nouveau souffle. Effectivement, Barthélémy, donc vous savez, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. La pêche, comme tout le monde le dit, c'était donc la principale activité pourvoyeur de devises dans l'économie sénégalaise. Donc, les chiffres qu'on a annoncés sur le nombre d'emplois, ça, je pense qu'on a dépassé ce stade. Actuellement, on peut véritablement parler d'1 million à 2 millions, n'est-ce pas, donc d'emplois directs et indirects au niveau du secteur de la pêche. Et imaginez donc combien donc de personnes la pêche fait vivre, plus de 4 millions. Donc, avec véritablement donc une contribution dans le PIB de 3,2%, c'est énorme. Donc, il faut véritablement aller vers des solutions durables. Et ces solutions durables peuvent être donc trouvées. Et par rapport à ces solutions durables, nous, étant organisation syndicale, ce que nous proposons, c'est d'abord faire ce qu'on appelle la semi-modernisation donc de la pêche artisanale, parce que la pêche artisanale aussi ne doit pas rester en reste. Donc depuis donc des années, nous avons donc une pêche qui n'est pas du tout modernisée. Par rapport même donc à la capture de certaines espèces, comme cet accord qui concerne le thon et le merlu, mais on peut donc proposer d'autres alternatives parce qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Par rapport donc à ce que l'Union européenne en ce moment arrête donc le protocole qui est lié au Sénégal, on pourra faire en sorte pour que nos nationaux puissent véritablement orienter vers la pêche thonière. Parce que quand même la plupart de ces bateaux sont donc dans la pêche donc des pélagiques côtières. Il faut donc orienter ces navires vers donc la pêche thonière, mettre en place des industries donc de thon. Je pense que faire la transformation en place donc, et pouvoir donc exporter, c'est des solutions qui sont là. Il y a aussi donc la recherche qui doit être renforcée. Parce que donc il faut faire de la recherche pour connaître véritablement les difficultés que la pêche est en train de vivre. La surveillance doit être renforcée aussi. Je pense que les solutions donc sont là, mais il faut une volonté politique de la part des autorités qui donc je pense que donc au niveau du département ministériel, ils vont sans doute, Madame le ministre va communiquer dans les prochains jours. À l'issue de cette communication, nous aurons à peu près donc les orientations que les nouvelles autorités vont donner pour que cette pêche retrouve son lustre d'entente et pour que véritablement nous puissions donc avoir des ressources durables. Et c'est possible. D'abord, il y a des solutions qui sont en train d'être proposées par rapport à l'aménagement donc de certaines espèces, comme donc la crevette profonde, la poulpe, donc le symbiome. Tout ça, c'est des solutions. Développer aussi l'aquaculture qui peuvent être une alternative. Mais je pense que, comme vous l'avez si bien dit, il faut se retrouver autour d'une table à travers une journée de réflexion autour du devenir de la pêche. Et là, je pense avec tous les acteurs, toutes les solutions donc vont surgir et on pourra donc retrouver nos eaux avec donc très poissonneuses comme auparavant. Merci beaucoup Omar Dramé, technicien de la pêche, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture. Merci également à Ibrahim Mar, coordonnateur du réseau national des comités locaux de pêche artisanale, membre de la coalition nationale pour une pêche durable. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogouyen. Merci à vous, mesdames, messieurs. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Amadi Ndiaye, Digital Maïsambaï, réalisation Eladji Ndiogou. Il sera là à 13h pour le journal en Wolof, chef d'édition à Wambaï. Bonne suite de programmes sur la radio Futur Média. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers rapides